On est le 14 février 2026. Un jeune homme meurt à Lyon. Et c'est toute la France qui s'embrase. Mais au-delà du choc, ce drame ressemble surtout à la concrétisation d'un avertissement très sombre lancé des années plus tôt. On va décrypter ensemble comment cette tragédie révèle les fractures qui menacent le pays. Cette phrase, elle vient de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon. Et franchement, aujourd'hui, elle résonne comme une véritable prophétie. Elle pose le décor d'une France qui est à 1 an de son élection présidentielle, une France où, visiblement, la coexistence est en train de céder la place à la confrontation. Alors revenons au début. Tout commence là, à l'Institut d'études politiques de Lyon, le 12 février 2026. Un lieu qui est censé être un espace de débat et qui va devenir en quelques heures à peine le théâtre d'un affrontement, à l'issue fatale. Regardons la chronologie des faits. C'est assez glaçant. L'engrenage est incroyablement rapide. D'abord une provocation avec une banderole d'un collectif identitaire, et puis la riposte. Une riposte qui, selon les mots du parquet lui-même, ressemble à un guet-apens méthodiquement préparé. Là, Quentin Desranquet est isolé, il est pris pour cible, la violence est coordonnée, elle est foudroyante, et la réaction au plus haut sommet de l'État ne se fait pas attendre. Le président utilise un seul mot, inouï. C'est dire la brutalité exceptionnelle de cette attaque. Il faut savoir que Quentin Desranquet est décédé d'une grave commotion cérébrale, après avoir été roué de coups alors qu'il était déjà au sol. Bon, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se demander, mais qui sont ces gens qui s'affrontent ? Parce que Lyon, ces dernières années, est devenu une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour cette confrontation violente. C'est le point de friction où 2 visions du monde ne communiquent plus que par la force. Alors d'un côté, il y a la victime, Quentin Desranquet. Il gravitait dans ce qu'on appelle la nébuleuse nationaliste proche de mouvements comme Academia Christiana. De l'autre côté, les suspects. Eux, ils sont liés à la Jeune Garde, un groupe d'ultra-gauche antifascistes. Entre les deux, on note aussi l'action du collectif Némésis, qualifié de fémino-nationaliste. Mais le point qui est absolument crucial ici, c'est que la Jeune Garde, elle est toujours active sur le terrain, alors même qu'elle était officiellement dissoute par le gouvernement 1 an plus tôt. Voilà, ce tableau résume tout. C'est vraiment le choc de 2 mondes. D'un côté, on a une logique de reconquête culturelle et identitaire, de l'autre, une logique de combat physique pur et dur contre ce que ce groupe désigne comme l'ennemi fasciste. Ce sont 2 visions du monde qui sont devenues irréconciliables et qui ont tout simplement cessé de débattre pour s'affronter. Forcément, une telle affaire, l'onde de choc ne s'est pas arrêtée à Lyon. Non, elle a secoué tout l'échiquier politique français en révélant des divisions si profondes qu'elles semblent aujourd'hui presque impossibles à réparer. La première réaction du gouvernement, c'est un grand classique, on renvoie tout le monde dos à dos. C'est une manière de se placer au-dessus de la mêlée en se présentant comme le seul et unique rempart de l'ordre républicain face aux extrêmes. Mais attention, au sein même de ce gouvernement, le son de cloche n'est pas tout à fait le même. Le ministre de l'Intérieur, lui, il est beaucoup plus direct. Il refuse cette symétrie, il pointe très clairement l'ultra-gauche. C'est aussi pour lui une façon de justifier la politique de fermeté qu'il mène. Et là, on arrive à ce qui est sans doute la conséquence politique la plus spectaculaire de cette affaire. Raphaël Glucksmann qui acte une rupture définitive avec la France insoumise. Il accuse ses leaders d'entretenir ce climat de violence. C'est une bombe politique, ça fait voler en éclats les alliances à gauche et ça rebat complètement les cartes pour l'élection de 2027. Bon, on a vu les faits, on a vu les réactions politiques. Mais maintenant, il faut creuser un peu plus. Il faut comprendre la stratégie derrière tout ça. Parce que cette violence, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas aléatoire, elle est tactique, elle a un but bien précis. Et le concept clé pour comprendre ça, c'est l'accélérationnisme. Alors, qu'est-ce que c'est ? En gros, l'idée, ce n'est pas de convaincre les gens avec des arguments, non. L'idée, c'est de semer le chaos. L'objectif, c'est de rendre la société tellement conflictuelle, tellement invivable que le système démocratique finit par s'effondrer de lui-même, laissant le champ libre à des minorités radicales pour prendre le pouvoir. Et ce cycle, il illustre parfaitement comment ça marche. C'est une mécanique bien huilée. Étape 1, on provoque. Étape 2, le camp adverse répond avec une violence encore plus forte. Étape 3, le premier groupe se sert de cette violence pour se justifier, pour dire « vous voyez, on avait raison de se méfier ». Et à chaque tour de manège, le résultat est le même. La confiance dans l'État diminue et de plus en plus de gens se tournent vers les extrêmes. C'est une spirale infernale conçue pour fracturer la société. Et attention, ce phénomène n'est pas juste une histoire lyonnaise, loin de là. Les services de renseignement, la DGSI, observent une mutation de la violence politique à l'échelle nationale. Comme on le voit ici, les tactiques évoluent. L'ultra-gauche se tourne de plus en plus vers le sabotage technique d'infrastructures. Pendant ce temps, l'ultra-droite se militarise avec une vraie professionnalisation du combat de rue, notamment via les arts martiaux mixtes. Et tout ça, évidemment, ça nous amène à un point de crispation majeur.
l'élection présidentielle de 2027. Ce scrutin est maintenant inévitablement hanté, plombé par ce spectre de la violence politique. Regardez ce chiffre, plus 480%. C'est l'augmentation spectaculaire des interpellations liées à l'ultra-droite en à peine un an, entre 2020 et 2021. Et cette tendance n'a fait que s'accentuer depuis. Alors quand on met ça en face de la menace de l'ultra-gauche, on imagine le climat de tension extrême qui s'installe à l'approche du vote. Le problème, c'est que ce drame, tout le monde tente de l'instrumentaliser. Pour certains, c'est la preuve ultime de l'ensauvagement de la société. Pour d'autres, ça montre que les stratégies de dédiabolisation ont leurs limites, que la base radicale est toujours là. Le risque majeur, au final, c'est que le débat pour 2027 ne porte plus sur des projets, mais qu'il soit totalement dominé par la peur, transformant l'élection en une sorte de règlement de compte national. Ce qui nous amène à la question. La question centrale, celle que tout le monde a en tête sans vraiment oser la formuler. Est-ce que la violence est en train de devenir une méthode politique comme une autre, au cœur même de notre processus démocratique? Et voilà, la boucle est bouclée. Cet éditorial fait directement écho à la prophétie de Gérard Collomb. Parce que la question finale, c'est celle de la résilience de cette majorité qui, elle, aspire juste à vivre en paix. Combien de temps pourra-t-elle encore tenir ce pays côte à côte avant que le face-à-face ne devienne la seule et unique réalité? C'est peut-être ça le véritable enjeu pour la République.